Je m'appelle Tristan Lejeune, j'ai 27 ans et un peu plus d'1 million d'euros. Il y a pas mal de fantasmes autour de l'argent, du statut de millionnaire, de tout ce qu'on pourrait faire, de tout ce que vous feriez, vous, avec autant de fric. La vérité, c'est que la plupart des gens avec un patrimoine moyen, faible, se plantent complètement. Parce qu'il y a une différence massive dans votre relation à de l'argent hypothétique et la relation à de l'argent réel que vous aurez accumulé par le travail. Et moi, le premier, quand j'étais pauvre, je pensais vraiment aux routes de montagne en 458 Italia à fond dans les virages. Et maintenant que je peux me payer 5 ou 6, bah, j'y pense plus du tout. Comme tous les mecs, je pensais à quel point l'argent allait faire gonfler mon statut et encore augmenter mon succès auprès des femmes, à quel point j'allais en profiter et enchaîner une nouvelle bimbo tous les soirs de la semaine. Et maintenant que je suis plus riche que 99,99% des types de mon âge, eh bien, je suis en couple, j'ai des enfants avec une femme qui est aussi intéressée par cramer de l'argent que je suis intéressé par les droits des transsexuels. C'est-à-dire que, grosso modo, cramer de l'argent, c'est très loin dans sa liste de priorités. Alors moi aussi, on va pas se mentir, j'ai pensé grosse maison, j'ai pensé grosse soirée, grosse bagnole, grosse montre, les grands restos, les meilleurs hôtels, ça va. C'est normal, ça fait partie du ça fait partie du chemin du pauvre qui a un peu d'ambition, de penser à tout ça une fois qu'on sera riche. Et en réalité, c'est particulièrement valable pour les types de moins de 30 ans qui ont pas mal de testo. Sauf que dès que la fougue de la jeunesse se calme un peu, eh bien, on passe à des notions différentes. Et en y réfléchissant vite fait, je vous ai fait une petite observation récente sur l'argent et les éléments inattendus sur lesquels ça change le plus ma vie. Entre 2018 et 2022, j'ai pris l'avion 75 fois. Alors, chaque atterrissage et décollage, je prenais le bus ou le métro pour faire la correspondance jusqu'à l'aéroport. Donc, du centre-ville jusqu'à l'aéroport, je prenais soit le bus, soit le métro, soit le tram, des transports en commun, quoi. Donc, il fallait regarder l'itinéraire sur Google Maps, trouver la borne de tickets, se trimballer la valise et le sac, marcher jusqu'au Airbnb, y passer au total une bonne heure avec des galères, des mauvais bus, des bus qui n'arrivent pas à l'heure, dans des pays dans lesquels on ne parle pas la langue. C'est franchement très chiant. Tout ça pour dépenser 2-3 € en transport en commun plutôt que de dépenser 15 € en Uber. En atterrissant à Sao Paulo le mois dernier, juste après le contrôle passeport, il n'y a pas eu une seconde de réflexion. J'étais sur l'application en train de réserver le Uber Black SUV à 34 € pour les 50-55 minutes de route jusqu'à mon Airbnb, de l'aéroport jusqu'au centre-ville à mon Airbnb. Alors c'est sûr qu'en 2019, quand je commençais ma carrière, je ne rêvais pas d'être riche pour prendre des Uber plutôt que de prendre le métro. Pourtant, ça fait partie du confort inconscient que l'argent apporte. Au cours du même voyage à Sao Paulo, j'avais deux options sur le vol. Donc le mois dernier, un décollage à 5h10, donc réveil à 3h30 du matin, ou un décollage à 13h, donc 1 $, je me réveille comme d'habitude à 6h. Mais celui-là, le vol de 13h, coûtait 100 € de plus. Jusqu'en 2022-2023, je n'aurais pas réfléchi une seconde. C'était le vol à 5h du mat pour économiser 100 balles. C'est la même destination, c'est le même avion, c'est bon, je peux bien me réveiller 3 heures plus tôt pour économiser 100 balles. Alors que là, le mois dernier, je n'ai pas réfléchi une seconde. C'était le vol à 13h pour économiser un réveil à 3h30. Et maintenant, c'est la même chose pour tous les vols. Si le vol direct est 50% plus cher qu'avec une escale, que le vol avec une escale, je prends immédiatement le vol direct, même s'il me coûte 200, 300 balles de plus que le vol avec une escale. Parce que la contrainte d'une escale, du transfert, de désembarquer, de réembarquer, de s'exposer au risque de retard, c'est trop pour moi. Ça aussi, c'est un bénéfice inconscient de l'argent. Parce que quand je suis allé à Bangkok la première fois en 2017, j'ai fait 3 escales pour payer 380 € au lieu de 530 avec une escale. Le voyage a duré 10 heures de plus pour économiser 500 balles. Un autre bénéfice inconscient du fait d'avoir de l'argent. Toujours dans la thématique du voyage, j'ai regardé mon historique Airbnb quand j'étais à Sao Paulo le mois passé et il y a eu un changement massif en mars 2024, alors que j'étais déjà millionnaire depuis quelques mois. Avant ça, je priorisais systématiquement le rapport qualité-prix dans mes Airbnb. Avant ça, je priorisais le rapport qualité-prix à chaque fois. Même si la localisation n'était pas top, même si les commentaires étaient moins bons, même si l'appart était plus petit, même s'il y avait moins d'amenities dans le building, le rapport qualité-prix contextualisé à la ville et au reste de l'offre des logements dans la ville en question, c'était tout ce qui comptait pour moi. Maintenant, je regarde
plus du tout. Alors vraiment plus. Mon budget, c'est toujours 110 $ la nuit, peu importe le lieu dans le monde, pas de comparaison pour économiser 30% sur le séjour, pas d'arbitrage parce que le prix moyen à Curitiba, c'est 50 $ la nuit. Non, je mets 100 à 120 $ dans les filtres et je prends le meilleur appart dans le meilleur quartier dans cette fourchette de prix. D'après mon expérience, au-delà de 120 $ dans la majorité des endroits, la loi des rendements marginaux décroissants s'applique. 120 $, c'est vraiment, véritablement 2 fois mieux que 60 $ pour les Airbnb, vraiment. Mais par contre, 240 $, c'est simplement 30-50% de mieux que 120 $. Donc, rendement marginaux décroissants. Au final, on a fait donc 2 semaines à Itaim Bibi, le quartier le plus cher de Sao Paulo, dans un appartement neuf, résidence neuve et super bien équipée. Et la charge mentale dégage. Zéro insécurité, alors que le Brésil, c'est pas top, notamment Sao Paulo et Rio. Localisation parfaite, appart nickel, super restaurant en bas de l'immeuble, donc génial. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas devenir millionnaire en pensant à ça, et honnêtement, je n'y pensais pas non plus. Vous décrivez juste le vrai intérêt de l'argent, savoir ne pas avoir à y penser. Donc, la théorie, c'est toujours grosse voiture, bimbo, première classe, champagne. La pratique, c'est prendre des vols sans escale, prendre des Uber Black sans se poser la question de ah, ben en fait, le métro, ça coûterait 10 balles de moins, et prendre des Airbnb bien situés. Sauf que l'argent a une influence massive sur les éléments répétitifs, bien plus que sur l'éphémère. Un quatrième exemple auquel j'ai pensé, j'ai pu m'exposer récemment, c'est que l'argent achète la santé, dans une certaine mesure. En réalité, bien plus que ce que l'on pense réellement. On dit voilà, tu as de l'argent, machin, tu peux pas t'acheter la santé. Si. L'intervention chirurgicale que j'ai subie en mars coûte en moyenne 1 300 1 350 € en France. J'ai fait 4 devis en Amérique latine dans 3 pays différents et ça sortait grosso modo autour de 1 500 $, donc les mêmes prix qu'en France. Sauf que j'ai de l'argent. Donc j'ai trouvé la meilleure clinique d'Amérique latine, à savoir celle à Sao Paulo où je suis allé, pour cette opération spécifique, en tout cas ce domaine spécifique de chirurgie. Puis j'ai trouvé le meilleur chirurgien spécialisé qui ne pratique que cette intervention, l'intervention que j'ai subie, non-stop, quotidiennement, sur 2 à 3 patients par jour depuis des années. Donc vraiment le meilleur des meilleurs ici d'Amérique latine. Et il se trouve qu'il était à Sao Paulo aussi. Donc je me suis fait opérer par le meilleur chirurgien dans la meilleure clinique et l'opération m'a coûté 3 300 $ plus la logistique, le vol, le logement et tout ça à 2 200 $. C'est là, on dit l'argent achète la santé. Toujours dans la santé sur le pouvoir de l'argent, c'est la considération pour le prix des consommables. Je fais mes courses uniquement dans le top supermarché de la ville et je n'achète que les top produits de supermarché. Donc le surcoût approche 80% par rapport à si je faisais mes courses dans un supermarché normal ici avec des produits normaux. Ça nous coûterait grosso modo 400 € par mois de manger normalement, alors que là, je paye 750 juste pour la nourriture à la maison. C'est quasiment doubler le budget. Autre point sur la santé, quand en France, il faut attendre 8 mois pour voir un spécialiste, j'ai appelé ce matin, non, pas ce matin, j'ai appelé hier matin un spécialiste, donc pour ma femme, et elle a eu un rendez-vous l'après-midi, hier après-midi, parce que j'ai payé 80 balles alors que dans le public, c'est gratuit. Bon, alors ici, le public, c'est moins grave qu'en France. Elle aurait dû attendre quelque chose comme 2 ou 3 semaines pour voir un médecin, pour voir le spécialiste. Voilà. Là, j'ai appelé, privé, j'ai dit, on peut avoir un rendez-vous cet après-midi? Non. Bah, si, en fait, on a besoin d'un rendez-vous cet après-midi. Ah, on a peut-être une place. C'est bon, je paye, dites-moi le prix, 80 €. Et elle a été à son rendez-vous 3 heures après que j'ai appelé. Quand je devais choisir mes compléments alimentaires pour le budget et limiter les dosages pour ne pas finir les boîtes trop vite quand j'étais jeune, eh bien là, je prends systématiquement la meilleure qualité et les quantités optimales. Quand il faut se motiver à allumer la télé pour regarder un cours de pilates gratuit à la con sur YouTube, eh ben, ma femme va au studio de pilates à 100 balles par mois à 2 rues d'ici. À nouveau, la santé est aussi sujette à la loi des rendements décroissants et la plupart de ce qui fait bouger l'aiguille en termes de prévention ne coûte rien. En gros, c'est ne pas être en surpoids, faire du sport, bien dormir, pas être trop stressé. Ok. Sauf que pour l'optimisation et pour les soins de santé avancés notamment, eh bien l'argent apporte un avantage massif, absolument massif. Donc voilà, devenir millionnaire pour payer des oméga 3 de meilleure qualité, c'est ça le goal et c'est ça qui va se passer. En 2025, j'ai payé 570 € de frais de livraison à la douane pour des colis internationaux, sachant qu'on est juste à la fin du premier trimestre 2025.
En gros, je veux me faire livrer des trucs du monde entier, donc je paye des réexpéditeurs. À nouveau, c'est un carnet de bord. Et quand j'avais 6-7 ans de moins, je fouinais pour avoir des livraisons gratuites avec des fausses adresses mail pour économiser genre 3-4 € de livraison. Alors que là, en gros, je viens de claquer presque 600 balles en 3 mois et demi juste pour importer des colis internationaux. À nouveau, devenir millionnaire pour payer des frais de douane. C'est ça l'objectif. L'élément le plus marquant, récent, c'est mon déménagement. Il y a 2 semaines, je suis arrivé dans mon nouvel appartement non meublé. Je viens juste de terminer, enfin c'est presque terminé l'ameublement et ça m'a coûté 8 300 €. Alors, pas forcément pour la qualité ou pour l'exclusivité des meubles que j'ai achetés, juste pour l'efficacité. En optimisant, en cherchant, en négociant, en achetant du seconde main, on aurait pu meubler l'appartement pour moitié moins, pour 4 000 balles. Mais en réalité, rien à foutre. En début de mois, quand j'ai dit que cet appartement serait complètement terminé fin avril, eh bien, je le pensais vraiment. Maintenant, c'est bon. On est fin avril quasiment, c'est terminé. Et c'est franchement absolument délirant pour Tristan qui meublait son appartement en France en 2017 et qui économisait 20 balles en achetant un clic-clac d'occasion. Mais voilà, j'ai plus la patience. D'ailleurs, en réalité, j'ai plus aucune patience pour rien. L'argent est un fluidifiant, rien de plus. Tout ce que je cite depuis le début n'est qu'une réduction drastique de la friction que la pauvreté force à subir. Faire des escales, perdre du temps, négocier avec de l'humain sur le bon coin, prendre le métro, chercher des promos sur les meubles, s'excentrer dans un quartier moins bien en Airbnb, se faire opérer par un chirurgien congolais à l'hôpital public et augmenter donc les risques. Friction, friction, friction. Tout ce que la pauvreté apporte là, dans ces éléments-là, c'est toujours plus de friction. En tout cas, n'apporte pas tout ce que la pauvreté fait subir, c'est de la friction. Et tout ce que l'argent fait, c'est fluidifier, lubrifier toute cette friction pour que ça passe beaucoup plus facilement. L'argent lubrifie absolument toutes les situations contraignantes de la vie humaine, ou presque. L'alcool est un lubrifiant social, l'argent est un lubrifiant de vie. Et vous m'excuserez l'image, mais l'argent permet de pénétrer la vie avec beaucoup plus de facilité et de plaisir. Je vole en business class, c'est 10 fois moins chiant qu'en éco. Je paye du dédouanement, c'est 10 fois moins chiant que de chercher en local des alternatives qui sont en plus moins bonnes. Je meuble un appart en 3 semaines, c'est 10 fois moins chiant que de se battre pour chaque euro et d'y passer 3 mois, tout ça pour économiser voilà, 4000 balles. Huitième point, il y a 2 semaines, je suis allé en club avec 3 potes. J'y vais vraiment très rarement, mais on y a été il y a 2 semaines, sans que ce soit vraiment prévu. Enfin, c'était pas prévu du tout d'ailleurs, on était juste en terrasse d'un bar et voilà. On était assis donc en terrasse et on observe une quantité phénoménale, mais phénoménale de nanas qui rentrent dans une boîte de nuit à côté. À minuit, on décide de rentrer. On décide de voilà, faire la queue pour rentrer dans la boîte de nuit. Nous aussi, ça avait l'air vraiment sympa. Vraiment sympa. Et là, le vigile, le mec à l'entrée, le physio nous dit pas possible, c'est blindé, fallait réserver, c'est pas la peine, vous pouvez pas rentrer, vous pouvez pas avoir une table. Enfin, vous pouvez rentrer, mais voilà, vous faites un peu les clochards au bar et puis vous prenez vos consos, mais vous pouvez pas avoir une table. Donc, on a parlé 50 secondes à la gérante pour dire qu'on veut rentrer et qu'on veut une table. On va mettre 2 bouteilles pour commencer. Franchement, laisse-nous rentrer. Et bon, je vais voir ce que je peux faire. Allez-y, passez, payez l'entrée. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, on paye l'entrée, on rentre et au final, ils poussent d'autres tables. Les gens qui avaient réservé, qui avaient leur petit seau là, de bière et tout ça, ils les poussent, ils nous mettent la table en plein milieu. Donc, ils nous installent une nouvelle table, ils font venir une table de l'extérieur, ils la mettent en plein milieu dans le meilleur endroit de la boîte. Au final, on a passé la soirée, on a acheté 7 bouteilles, 4 bouteilles de champagne, etc. On a fait la plus grosse facture du club et franchement, on a passé une soirée exceptionnelle. Je dirais la meilleure soirée que j'ai passée depuis un an. Ouais, un an. Donc voilà, sans argent, on restait bloqué dehors, ou alors on aurait dû faire les clochards à boire des verres au bar et la soirée, elle aurait été honnêtement merdique. Et la dernière notion, c'est celle du stress, du combat lié à la valeur des choses matérielles. L'argent redonne au temps sa place réelle dans notre vie. En juste 2 mois, j'ai perdu 1 600 $ pour mon sauna et j'ai été obligé de le démonter. En réalité, j'ai été obligé de le détruire. J'ai détruit le toit, j'ai détruit les murs. En fait, le sauna, là, il vaut plus rien. Donc, j'ai claqué 1 600 balles, j'ai utilisé le sauna 6 fois, j'ai dû le démonter et grosso modo, là, il est stocké en bas dans mon garage, mais je ne le remonterai jamais. Euh, il y a aussi 99% de chances que mon ancien proprio, donc le proprio de l'appart dans lequel je me suis fait dégager, garde les 2 700 $ de caution. Et en plus, mon assurance est en train de me niquer pour 1 800 $. Donc, tout ça en à peine 2 mois.
On parle de 6100 $ donc 6100 de mes propres dollars envolés dans la nature, une perte uniquement justifiée par le vol et la malhonnêteté d'autres humains. C'est grosso modo ce qui se passe. Donc 6 000 balles, ça commence à faire pas mal d'argent. Ça mérite d'essayer de les récupérer, sauf que je vais juste faire le minimum viable. Je vais un peu gueuler, je vais essayer 2 ou 3 fois d'insister, et puis si je vois qu'il faut y aller avec mon avocat, du tribunal, des procédures à la con, eh ben, je vais juste accepter ma perte et me dire que c'était le prix de ma leçon. Alors pas par mépris de l'argent, juste par l'absolue valeur de mon temps et de ma tranquillité d'esprit. Et ça, c'est aussi une notion énorme qui change avec l'argent. Et c'est pour ça qu'on a l'impression parfois que les riches gâchent du pognon, ils gâchent du pognon, non, mais ça va pas d'acheter ça, tu pourrais l'avoir 2 fois moins cher, tu as juste à attendre une semaine. En fait, non. C'est juste que la vitesse, la tranquillité d'esprit et la réduction du stress, c'est l'élément principal qui fait que certaines personnes avec un pouvoir d'achat plus élevé claquent du fric pour des trucs qui paraissent complètement insensés pour les autres. Franchement, jusqu'à peut-être pas l'an dernier, jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans, payer 3 fois plus cher un billet en classe business pour un vol qui dure 10 heures, ça me paraissait complètement délirant. Je me dis: «Mais comment c'est possible? C'est le prix de 2 mois en Airbnb pour moi. Tout ce que je pourrais faire avec ce pognon-là, c'est simplement 10 heures, alors que tu peux faire 2 mois en Airbnb. Tu le temps horaire, c'est des milliers d'heures enfin, des milliers d'heures que tu peux réinvestir dans un truc plus important». Ça me paraissait complètement dingue. Et quand j'étais encore plus pauvre que ça, mais c'était complètement aberrant pour moi de payer un billet en business class. Alors qu'aujourd'hui, ça y est, c'est devenu normal. Je vois la valeur de la tranquillité, de l'absence de stress, du confort d'un billet en business. Parce que je vois que c'est plus que simplement 10 heures dans l'avion. En fait, ça fluidifie tout. Ça fluidifie absolument tout. Le lounge business avant, le fait de devoir arriver à l'aéroport seulement 3 quarts d'heure, 1 heure avant le vol plutôt que 2 heures, ne pas avoir à faire la queue pour les enregistrements de bagages, sortir en premier de l'avion, récupérer ses bagages en premier, passer en premier au contrôle de douane, etc., etc. Tout le package, plus acheter la gentillesse et l'amabilité des humains, donc les hôtesses en économie, elles sont plutôt sympas en général. En business, c'est un autre niveau, elles sont vraiment aux petits soins et tout est vraiment largement fluidifié. Et j'ai un autre exemple. À l'instant, je viens de me faire livrer une table basse à 150 euros. Franchement, c'est de la merde. Les bordures sont griffées, les finitions sont dégueulasses. Et il y a 2 3 ans, je me serais battu. J'aurais dit au livreur de reprendre sa merde et de m'en envoyer une nouvelle table basse, une table basse correcte. Là, qu'est-ce que j'ai dit ce matin? J'ai dit, bon, bah, c'est pas top ta table basse, hein. C'est un peu de la merde, quoi. Et voilà. Et il m'a regardé et fait, comme ça, comme ils font toujours dans le tiers-monde, quand il y a un peu de confrontation, quand il y a un peu de responsabilité à prendre, ils disent oui, oui, et puis voilà, c'est tout. C'est juste oui, oui. Et je suis retourné dans mon bureau, c'est pas bien, je sais, je mérite, j'ai payé 150 balles une table basse neuve, j'aurais mérité une table basse neuve. Eh ben non, elle est un peu merdique. Sauf que ma femme est avec les gosses chez sa mère et grosso modo, c'est son boulot de se battre pour des centimes comme ça, de se battre pour avoir une table basse un peu mieux livrée. Moi, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, ça m'emmerde d'échanger avec de l'humain. Donc, j'ai pas que ça à foutre de gueuler sur des débiles qui sont incapables de faire une table basse. Alors, le vrai pouvoir de l'argent, c'est de redonner une place d'honneur à votre temps. Les bimbos, c'est vraiment marrant pendant une période. Parce que je dis, voilà, quand on est pauvre, on pense aux grosses bagnoles, on pense aux hôtels de luxe, on pense aux grands apparts, penthouse, tout ça. On pense aux soirées champagne, et on pense, en majorité, parce qu'on est des mecs avec de la testo, on pense aux nanas. Aux nanas super bonnes, voilà, que vous voyez sur Instagram, un peu partout. Les bimbos, les bimbos, les bimbos. Donc voilà, et bimbo, j'inclus vraiment un panel extrêmement large, c'est-à-dire les meufs vraiment super jolies, que tous les mecs regardent, on pense à ça, et on pense au fait que pour pouvoir y accéder, un fluidifiant, à nouveau, pour pouvoir accéder à la plupart de ces nanas, c'est d'avoir de l'argent. Pas forcément pour les payer directement, mais pour pouvoir accéder au type d'activité qui les intéresse, etc. Et pour pouvoir les garder ensuite à portée de bras. Donc voilà, les bimbos, je le dis, c'est vraiment marrant pendant une période. Mais c'est comme les bagnoles de sport. C'est génial à conduire, c'est vraiment des sensations fortes, ça vaut vraiment la peine. C'est des émotions, c'est de la dopamine. Sauf que quand vous avez vraiment besoin d'elle, eh bien, elle ne démarre pas pour voyant moteur. Voilà. Vous avez besoin, vous êtes dans l'urgence, voilà, vous avez besoin de votre bagnole. Eh ben non, elle démarre pas et il va falloir claquer du fric en réparation. Changer une paire de pneus, ça coûte 3000 balles.
Dès que vous avez le dos tourné, il y a un risque majeur de vol. Vous êtes constamment préoccupé parce que quelqu'un peut rayer votre voiture, parce que quelqu'un va essayer de la voler, parce que quelqu'un va essayer voilà, de se l'approprier, de prendre en photo, etc. Voilà. Pour un week-end à la montagne, c'est absolument génial pour conduire dans les virages, pour avoir des sensations fortes, mais pour emmener les gosses à l'école, ça craint. Elle sait ce qu'elle vaut sur le marché et elle se comporte comme telle dès qu'il y a un obstacle sur la route. Ce paragraphe n'était pas à propos de l'automobile. Donc, le danger majeur avec l'argent, c'est d'accomplir ses fantasmes trop tôt et de croire à la constance d'une situation qui ne sera probablement pas. Puis de se retrouver dans une nouvelle case, vous emprisonnant juste un peu plus loin dans le jeu, imposé, pardon, le jeu imposé de l'accumulation matérielle. Parce que fatalement, on s'habitue à tout. La bagnole de sport, la maison, la bimbo, la business class. Et c'est pour ça qu'il faut arbitrer sa vie le plus vite possible. Techniquement, je pourrais avoir une grosse bagnole. Je pourrais avoir un appart plus grand avec des meubles encore plus chers, sauf que ce n'est pas ce pourquoi j'optimise ma vie. Et ça fait entrer un nouveau niveau de friction qui nécessite un nouveau niveau de patrimoine pour le faire disparaître. Et la boucle peut s'accélérer à l'infini. Si vous avez une nouvelle bagnole plus chère, si par exemple j'avais acheté une 458 Italia ici. Donc ça fait 160 000 balles. Ça fait que l'assurance est plus chère. L'essence, bon, c'est pas vraiment un sujet ici, c'est pas délirant, délirant. L'assurance est plus chère, les réparations sont plus fréquentes. Vous devez parler, vous devez vraiment gérer de l'humain qui vont essayer de vous baiser immédiatement si vous avez une bagnole chère. Si vous avez une bagnole à 160 000 balles, estampillée Ferrari, tous les garagistes vont essayer de vous niquer. Vraiment, tous, absolument tous. Et donc, c'est un nouveau niveau de friction que vous pouvez calmer avec l'argent, mais du coup, le garagiste, au lieu de vous faire un devis réel à, je sais pas, 1500 balles pour une réparation, il va essayer de mettre 5000 balles. Et là, il va falloir avoir la patience de négocier, de dire non, c'est pas vrai, c'est pas 5000 balles, machin. Ensuite, vous laissez votre bagnole au garage. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes dans un pays du tiers-monde, et même dans un pays un peu first world? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous laissez la bagnole au garage et qu'est-ce qui va se passer? Le putain de garagiste et ses employés vont monter dans votre bagnole, ils vont prendre des photos avec, surtout si vous êtes dans un endroit où ils ne sont pas trop habitués à ça, où il n'y a pas trop le service des bagnoles de luxe, ils vont aller l'essayer, etc. Ils vont essayer de vous niquer à nouveau, ils vont vous refaire des devis plus chers, donc ça rajoute énormément de friction. Est-ce que c'est beaucoup de plaisir, de la dopamine, des émotions, etc. Oui, bien sûr, c'est super, mais ça rajoute aussi énormément de friction et c'est pas ce pourquoi j'optimise ma vie. Parce que, à nouveau, je vous dis, c'est un niveau de friction qui nécessite un nouveau niveau de patrimoine pour le faire disparaître. Si vous êtes prêt à balancer 5000 balles comme ça, ouais, c'est bon, vas-y, répare ma Ferrari, j'en ai rien à foutre, de toute façon, j'ai une autre bagnole. Ah merde, putain, je la démarre, je l'avais pas démarré depuis une semaine, j'ai un voyant moteur, je vais à nouveau me faire défoncer en termes de facturation. Même chose, si vous avez un plus grand appart, comme l'appart que j'avais avant, eh bien forcément, s'il y a 6-7 blocs de clim dans l'appart, il y a beaucoup plus de chances pour que les blocs de clim tombent en panne et que vous deviez à nouveau gérer de l'humain pour venir réparer les blocs de clim. Si vous voulez installer à nouveau, tu vois, un sauna, des trucs un peu chers dans votre appartement, ça rajoute de la friction, ça rajoute des problèmes, il faut balancer de l'argent face à ces problèmes, etc., etc. Et la boucle, elle peut honnêtement s'accélérer à l'infini. Mais vraiment, 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 vous n'imaginez pas à quel point ça peut s'accélérer, s'accélérer, s'accélérer. Et c'est comme ça que la plupart des mecs, en fait, qui font de l'argent rapidement, qui atteignent un certain niveau de patrimoine rapidement, s'habituent à ce nouveau niveau de gain et finissent ruinés. Tout simplement parce que, en fait, ils jouent à un jeu imposé de l'accumulation matérielle pour impressionner les autres. Souvent, quand on n'arrive pas à dépasser ce cap du fantasme et de la réalité, donc de l'argent qui est de l'argent conceptuel qu'on imagine à gagner, et le jour où on gagne vraiment, si on n'arrive pas à faire la différence entre ce qu'on pensait faire une fois qu'on sera riche et ce que l'on fait réellement de cet argent pour pouvoir le préserver et ensuite le faire s'apprécier, donc faire du rendement sur le capital et d'augmenter son patrimoine, eh bien, en fait, c'est là qu'on tombe vraiment dans on peut tomber dans un puits sans fond dans lequel la boucle de friction s'accélère constamment et où souvent les mecs finissent par péter un câble. Moi, je suis health, peace, maximaliste. Ça veut dire que l'argent permet de prendre plaisir à cocher les cases que je choisis et de choisir volontairement les frictions que je veux. Parce que la friction reste indispensable au bout du compte. Si vous avez une vie
avec une absence complète de friction, bah, c'est une vie qui a aucun goût, sans saveur, dans laquelle il n'y a aucune émotion et dans lesquelles en fait vous êtes simplement léthargique. Par contre, si vous vous servez de l'argent pour fluidifier et pour éliminer toutes les frictions de base qui sont imposées par la pauvreté, donc les frictions du style prendre l'avion en économie, du style prendre le métro plutôt que de prendre le Uber, avoir devoir économiser de l'argent sur la clim parce que l'électricité coûte trop cher, devoir se faire opérer dans un hôpital à Rennes par un Congolais parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous payer un hôpital privé. Toutes ces frictions-là, une fois qu'elles sont éliminées, donc là, vous avez une vie très fluide, sans aucune friction, mais il faut rajouter de la friction et il faut s'imposer volontairement de la friction. Et notamment, un des meilleurs moyens, c'est soit dans l'ambition business, c'est-à-dire se créer des objectifs business, c'est-à-dire améliorer. Donc, forcément, si vous êtes intéressé par ce que vous faites sur le plan business, ça peut être de la friction physique, c'est-à-dire démarrer des nouveaux sports, des nouvelles activités physiques qui créent de la friction et se mettre des challenges, des objectifs physiques qui vont créer de la friction, qui forcent, qui poussent à la progression, parce qu'au bout du compte, ce qui a vraiment de l'intérêt pour la vie d'un homme, c'est cocher des cases et progresser et se voir progresser sur les années. Ensuite, ça peut être de la friction avec un instrument de musique, apprendre à jouer à un instrument de musique, s'améliorer là-dessus. Ça peut être de la friction technologique, c'est-à-dire devenir bon, je sais pas, pour être un meilleur développeur, etc. Poursuivre des passions, mais en tout cas, créer le propre cadre de sa friction dans lequel vous progressez vers quelque chose qui vous intéresse vraiment et vers un objectif qui a vraiment une valeur ajoutée pour votre vie. Parce que la friction qui vous est imposée par le monde extérieur, c'est-à-dire négocier une putain de table basse avec des QI de 80 qui comprennent rien et qui disent oui, oui, en fait, c'est une friction qui est absolument insupportable. Alors que aller se pousser en zone 5 en cardio sur un entraînement de fractionné, c'est une vraie friction, mais c'est une friction qui a de l'intérêt. Voilà. Donc l'argent permet, et c'est la conclusion, l'argent permet de choisir sa propre friction. Se rendre esclave d'une Ferrari, d'un penthouse, d'une bimbo, c'est l'illusion d'avoir choisi une vie qui vous est en vérité imposée par le besoin de reconnaissance de la classe que vous avez fui toute votre vie. Je ne dis pas que c'est pas fun, je dis que c'est subi dans 99% des cas. Et Hormozy avait écrit un tweet qui était pas mal là-dessus. La seule chose que vous signalez aux gens riches avec voilà, vos clés de Lamborghini ou votre monde cher, et moi aussi, je veux dire, je ne jette pas la pierre, moi aussi j'ai acheté des Rolex, j'ai acheté des Audemars Piguet, c'est super, j'ai tout revendu. C'est le moment où on a besoin de prouver. Et le seul signal que vous envoyez, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas riche. Vous avez besoin de prouver. Parce que les gens vraiment riches peuvent acheter des Lamborghini en illimité, des montres en illimité, et en gros, c'est le moyen de mesurer votre bite avec les gens pauvres. Et voilà, j'ai une Lambo, j'ai une Ferrari, je dis pas que c'est pas agréable, mais je dis que si vous l'achetez uniquement, et c'est une vraie question à se poser, c'est-à-dire pourquoi je l'achète vraiment? Est-ce que c'est pour le statut? Est-ce que c'est pour être voilà, adulé par les gens pauvres? Ou est-ce que c'est parce que j'ai une vraie passion automobile, parce que ça me fait vraiment sentir des sensations de dingue? Auquel cas, est-ce que je peux pas la louer, etc. Et donc, ce qui, ironiquement, repousse les gens riches et attire les gens pauvres à vous. Alors, je dis pas que les pauvres, c'est pas bien, etc. Non, mais ça va. Vous n'avez pas 80 filles, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc, le vrai pouvoir de l'argent, c'est de sortir l'argent de l'équation. Le vrai pouvoir de l'argent, c'est de ne plus avoir à en tenir compte pour se concentrer sur ce que vous avez défini comme ayant vraiment de la valeur. Et grosso modo, c'est exactement la transformation qui s'est opérée dans ma vie au cours des dernières années. Voilà, prendre l'avion, décollage, pardon, atterrissage, ne plus avoir à penser l'argent, c'est quel est le moyen le plus facile d'aller de l'aéroport au centre-ville. Si l'argent n'était pas un sujet, quel est le meilleur moyen d'y aller? Alors, ben, voilà, Uber Black SUV, quand tu arrives à Sao Paulo, c'est le moyen le plus simple d'y aller, le plus rapide, ok, le plus confortable. Si l'argent n'était pas un sujet, est-ce que je prends le vol à 5 heures du mat ou est-ce que je prends le vol à 13 heures? Ben, je prends le vol à 13 heures. Si l'argent n'était pas un sujet, quel Airbnb je prendrais? Honnêtement, voilà, je prends le meilleur Airbnb. Bon, alors après, ensuite, il y a toujours des niveaux à ce truc-là. Est-ce que ça a plus de sens pour moi de prendre une putain de villa Airbnb énorme à 800 $ la nuit, ou alors est-ce qu'en fait un Airbnb à 110 balles la nuit, ça suffit? Voilà, ça suffit en l'occurrence. La santé, c'est pareil. Est-ce que je vais à l'hôpital public me faire opérer par un mec du Tchad, ou alors en France, bien sûr, ou alors, est-ce que je choisis la meilleure clinique, le meilleur chirurgien, etc. La santé, c'est pareil. En fait, à chaque fois, la question, c'est si l'argent n'était pas un sujet,
qu'est-ce que je ferais? Et c'est grosso modo l'objectif ultime avec l'argent. Une fois qu'on a passé ce cap, il y a des mecs qui sont complètement névrosés, qui pensent qu'ils ont toujours besoin de plus, etc. Et j'étais dans ce cas-là jusqu'à atteindre grosso modo 600, 700 000 dollars de patrimoine. Mais à un moment, c'est qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si l'argent n'était plus un sujet? Et je pense on peut arriver à ce cap-là quand on trace l'objectif, l'ambition de sa vie, ou au minimum la journée, quand on commence par la journée en disant voilà, à quoi ressemble ma journée parfaite, la journée vraiment idéale, la journée dans laquelle je me sens vraiment bien. Moi, en l'occurrence, c'est une journée productive, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, dans laquelle je m'entraîne, j'ai des relations sociales avec mes potes, j'ai des relations sexuelles avec ma femme, je travaille, je produis quelque chose vraiment d'utile, en tout cas qui me fait me sentir utile, etc., etc. Ok, donc en fait, ça implique de travailler, de manger des trucs qui me plaisent, d'aller m'entraîner, d'avoir un challenge, donc une friction physique, d'avoir des discussions avec mes amis et d'avoir ce sentiment de progression et d'accomplissement, de passer du temps avec mes enfants, etc. Donc ça, c'est vraiment ma journée parfaite que je veux répéter en boucle, en boucle, en boucle. Combien ça me coûte si vraiment je veux passer cette journée en illimité? Et en gros, moi, j'ai chiffré ça autour de 7 000 dollars par mois. Donc en fait, on se rend compte que oui, potentiellement, il me faudrait en fait 10 millions de patrimoine, il me faudrait 20 millions de patrimoine pour être sûr que je suis vraiment safe pour tout le reste de ma vie. Mais bon, en vérité, de façon réaliste, est-ce que être vraiment safe pour le reste de ma vie, ça a du sens? Ça a le sens pour moi de sacrifier 5 ans, 10 ans de plus pour accumuler 10 millions de patrimoine? Ou alors, en fait, est-ce que je peux commencer à vivre maintenant? Et là-dessus, on peut rester sur ce passage de Zarathustra qui est vraiment parlant à ce sujet. L'argent ne devrait pas être la fin, en vérité, c'est le début.